vous avez compris, naturellement. Il est important que votre nom et votre voix soient enregistrés dans le disque. Après avoir été, comme ça, les personnes qui ont écouté attentivement et avidement ce qui était dit ce matin, c'est peut-être maintenant votre tour de poser vos questions et faire partager vos émerveillements. Alors, certainement, on peut poser des questions. Moi, je propose que vous posiez des questions, oui, bien sûr à moi, mais des questions de contenu ou de réflexion, des remarques aussi à chacun des intervenants qui sont là. Oui. Oui, bonjour, Tatiana Barra. Je voulais poser une question à Madame Dumoulin. Vous demandez à l'enfant s'il a envie ou s'il désire voir le bébé, le frère, la sœur qui est décédé. Est-ce qu'il faut toujours attendre qu'il acquiesce ou est-ce que ce n'est pas trop tard? J'ai un petit peu une expérience un peu différente avec ma fille de 5 ans qui a vu sa tante. Alors, ce n'était pas un petit frère, une petite sœur. Elle avait 5 ans, elle m'a dit « Non, maman, j'ai pas tellement envie ». Puis j'ai dit « Mais tu verras, elle sera très belle ». Puis je l'ai prise dans les bras et ça a été magnifique. Et je regrette pas parce que je me suis dit « Si j'avais dit non, elle serait peut-être encore en train de fantasmer ». Et très curieusement, la semaine dernière, à 15 ans, elle m'a dit « Oh, mais maman, c'était chouette ». C'était chouette, elle était belle. Voilà, donc c'est un petit peu la question. Dans quelle mesure est-ce que nous, si en tant que parents, se sent bien, et nous, bien entourés, d'abord bien entourer les parents, pour qu'eux, ils puissent amener l'enfant à regarder l'autre? Est-ce qu'on ne passe pas un moment crucial qui ne devient pas trop tard? Je sais pas. Alors, Madame Dumoulin, concis. Concis. Parce que tout à l'heure, j'ai été trop longue. Non, mais c'est bon. Non, pour laisser... Ouais, bon. Moi, je dirais qu'il arrive des tas de moments dans la vie où on va prendre une décision qui ne sera pas forcément celle qu'on doit prendre à ce moment-là. On fait comme on peut. Là, je parlais de ma position de soignante par rapport à des parents qui ont des enfants et des enfants aînés et par rapport au décès du petit dernier. Et je disais que il fallait toujours s'arranger pour vérifier s'il y avait une demande de l'enfant. C'est ça qui me paraissait important, parce que les parents, quelquefois, nous disent « Tiens, mon enfant aîné veut voir sa petite sœur » et quelquefois, il ne veut pas. Hein? C'est les parents qui veulent que leur enfant voit la petite sœur, ce qui est quand même différent. Hein? Et quelquefois, l'enfant veut et c'est les parents qui ne veulent pas. C'est pas nous qui allons continuer à vivre avec ce papa, cette maman et cet enfant, et avec cette famille qui doit vivre la mort du petit frère. C'est bien les parents. Et je pense qu'on ne peut pas s'interposer en tant que soignant, décideur, auprès d'un enfant qui n'est pas notre enfant. Hein, c'était ça que je voulais dire, mais je l'ai peut-être... alors, il y a des raccourcis et on ne dit pas toujours tout, même si on est très bavarde comme moi. Hein, et donc, voilà. Mais toute expérience mérite... je crois que qu'on fasse bien, qu'on fasse mal, on essaye tous de faire le moins mal possible. Hein, ça, c'est clair. Et même quand on a fait mal, ça peut se rediscuter après. Mais au moins, il y a eu... on a nommé. Une ouverture. Une ouverture. Fabienne Rie, je suis sage-femme indépendante et mère d'enfants décédés. Et puis justement, je voulais rebondir sur votre dernière remarque dans le sens que vous avez beaucoup développé sur la problématique du personnel soignant quant à accepter que des parents prennent des photos de leur enfant mort, qui donnent l'enfant dans les bras de leur aîné ou de leur cadet. Et je trouve incroyable que le personnel soignant s'octroie le droit de juger est-ce que c'est bien ou pas bien. Je veux dire, partout où un enfant peut décéder, que ce soit à la maison, comme dans l'histoire que vous avez décrite, ou à l'hôpital, je veux dire, c'est la famille qui décide. C'est pas le personnel soignant. Donc, voilà, c'était juste une remarque que je voulais dire. Tout à fait. Alors, le problème est que dans ces décès périnataux, si on n'anticipe pas, nous, les soignants, comme les parents sont dans le choc et dans le traumatisme, dans la sidération, ça peut être, un petit peu comme vous disiez, perdu à jamais. C'est-à-dire qu'on n'aura pas de traces. Donc on se trouve dans l'obligation, enfin dans l'équilibre très difficile entre
constituer des traces, les constituer obligatoirement, mais ne pas les remettre systématiquement. Et bon, être dans la proposition et non dans l'obligation. Mais si vous ne faites pas vos propositions, les gens ne savent même pas que c'est possible. Et alors c'est tout difficile dans le discours, c'est-à-dire inciter sans presser, voilà. Et ouvrir des possibilités, voilà, des alternatives. ouvrir des portes. Vous avez aussi justement discuté, excusez-moi de reprolonger, sur la durée et le fait d'être pressé parfois. Et c'est vrai que normalement, on a du temps et on n'est pas obligé dans les 24 heures de se décider est-ce que l'enfant, même de 1 mois ou de 6 mois, sera vu ou pas par la famille, par les enfants aînés ou les autres. On a un peu de temps. Vous avez parlé de l'expérience d'une famille qui est allée à la morgue, mais ça peut aussi être dans un sanatorium extérieur à l'hôpital. Et là, on a du temps pour se décider. Sauf qu'en France, on ne peut pas déplacer un petit enfant mort-né en dehors de la chambre mortuaire de l'hôpital. Les transports de corps des petits-enfants mort-nés ne sont pas autorisés. D'accord, ce qui n'est pas le cas en Suisse. Donc ça doit se faire en chambre mortuaire. Sinon, s'ils quittent l'hôpital, c'est en cercueil. On ne voit plus rien. Merci beaucoup. Oui. Oula Stotzer, je suis une ancienne stagiaire à GAPA et j'aurais une question pour le Dr Bale. J'avoue que je suis restée un tout petit peu sur ma faim. J'aurais aimé savoir quel lien vous faites finalement entre le concept de survivance et cette identité conceptionnelle. Quel lien, c'est ça ? L'identité conceptionnelle, c'est cette articulation, donc cette définition de l'embryon humain comme être conçu d'un homme et d'une femme. Mais je pense aussi c'est l'intégration. Alors ça, c'est toujours, pour moi, c'est une question encore, hein, mais c'est quand même l'idée que l'histoire conceptionnelle, enfin au moins une part de l'histoire conceptionnelle, celle qui est peut-être la plus importante, qui répond à la question du qui suis-je et d'où est-ce que je viens, une part de cette histoire conceptionnelle s'inscrit comme identité, comme participant à la construction de l'identité conceptionnelle. Hein. Donc, si on voit la question de la survivance et le lien avec l'identité conceptionnelle, je dirais que la narration, ce qui correspond à une narration de l'histoire conceptionnelle, hein, c'est-à-dire, par exemple, pour un enfant de... Alors le plus simple, c'est le cas de la PMA, parce qu'effectivement, les choses sont les plus faciles quand c'est vraiment lié à la conception. C'est le fait d'être conçu en ayant appartenu à une fratrie multiple ou avec l'histoire conceptionnelle qu'on sait d'une PMA. Par exemple, d'avoir eu un parcours de congélation avant d'être réimplanté. Oui, non, là, c'est déjà plus l'histoire, c'est déjà plus l'identité conceptionnelle. Hein. L'identité conceptionnelle, c'est vraiment ce qui vient au moment de la conception. Après... Alors, c'est une question difficile. Hein. Effectivement, il y a l'identité conceptionnelle, et puis il y a après l'histoire continue et participe à la subjectivité de l'être humain conçu. Et là, on n'est plus dans l'identité conceptionnelle, mais quelque chose c'est l'histoire du sujet, quoi. Hein. C'est la biographie qui se déploie, et on sait bien que la narration notre histoire participe à la construction de notre identité. Donc c'est plus dans ce sens-là qu'on peut voir après une survivance prénatale plus tardive. Là, ça n'a plus de rapport direct avec l'identité conceptionnelle. Enfin, c'est un peu compliqué à expliquer comme ça. J'ai répondu à votre question à peu près ? Pas tout à fait. Que ce lien justement entre l'identité conceptionnelle et la survivance soit développé davantage. C'est là dans ce sens-là que je suis restée un petit peu sur ma fin. Je ne sais pas si c'est possible ou pas, à quel point vous faites le lien ou pas. L'identité conceptionnelle, c'est le bagage de départ de l'être humain conçu. S'il n'y a pas la survivance dans ce bagage de départ, on ne peut pas l'y mettre. Hein. Donc, après, il n'y a plus de lien si... Hein, par contre, il y a un être en gestation qui a une identité conceptionnelle et dont l'histoire va être marquée après par une survivance prénatale. Hein. Alors le lien, il n'y en a pas. Alors le lien, il pourrait y en avoir, par exemple,
Mais là, on est dans des analyses très logiques. Hein. Quand je me suis intéressé à ces questions, j'avais étudié la logique hegelienne. C'est très compliqué. Je serais incapable de faire un cours là-dessus. Mais ça venait d'une analyse très... c'est un peu desséché. C'est-à-dire, justement, l'embryon humain, être conçu d'un homme et d'une femme, c'est une espèce de squelette psychique, entre guillemets, au sens... pas au sens psychologique d'une pensée. C'est une espèce de squelette comme ça, identitaire. Mais c'est assez desséché. Et alors... j'arrive plus, j'ai perdu le fil. Je suis désolé. Vous pouvez me rappeler, est-ce que vous avez retenu des petites choses à vous qui me rappellent Non, mais est-ce que j'ose intervenir, monsieur? Oui. Parce qu'au fond, sans entrer dans le détail, d'une construction théorique extrêmement élaborée, raffinée, on peut bien dire que dans l'après-coup, en tant que philosophe ou psychanalyste, on essaie de reconstituer d'une manière théorique, dans un modèle qui soit satisfaisant, ce qui se passe à la fois quand il y a une conception, quand la personne qui est dans le ventre de la mère commence à prendre vie, en quelque sorte, fondamentalement dans cette intersubjectivité dont Bale a parlé si bien tout à l'heure, et quand il disparaît, il y a quelque chose qui doit se refaire en vide auquel on doit s'habituer, mais qui alors là, la rationalité quelque part ne sert pas. Et moi, je m'excuse, je me pose la question, si c'est votre question, ne dis pas quelque chose d'une articulation entre ce que l'on peut observer pour donner compte, donner un sens à ce qui se passe, et à cette expression du vécu, à cette expérience intime, indicible, qui pourtant a été dit aujourd'hui par différentes émotions présentées par différents intervenants. Moi, je m'excuse, je voulais juste le signaler. Quand sœur Danielle parle de ses deux enfants, et quand sœur Danielle nous montre avec telle force cet enterrement symbolique de la pierre peinte, elle avait la voix un peu étranglée. Pas seulement parce que c'est un être sensible, mais simplement parce que c'est un être vivant qui se sent, au-delà de toute théorisation, participant à la souffrance de l'enfant. C'est ça que c'était magnifique. On serait d'accord avec ça. J'ai retrouvé ce que j'avais voulu dire, mais je crois que je crois que c'est un peu trop intellectualisé, donc... Oui, là, une question, oui. Voilà, bonjour, Yanis Plomb. Je me permets juste de rebondir sur la question. Enfin, si j'ai bien compris, votre travail à vous, Dr Bale, c'est de construire un modèle qui soit satisfaisant et qui puisse, quelque part, être envisagé dans le monde scientifique. Et c'est vrai que c'est peut-être un modèle qui paraît très intellectuel, mais en même temps qui est là pour servir de base. C'est un peu ça. Moi, je voulais vous poser la question, comment le monde scientifique ou vos collègues accueillent quelque part vos modèles et vos travaux? Je ne peux pas trop répondre à la question. Ces travaux, ils sont quand même récents. Moi, je travaille sur ces sujets depuis une dizaine d'années. Ça met beaucoup de temps, en fait, pour faire connaître les choses. Alors moi, je parle de temps en temps dans des colloques scientifiques, mais j'essaye de montrer mon travail, mais c'est pas mal reçu. Enfin, je veux dire, c'est un travail qui s'appuie sur la clinique, donc... Je pense que ça intéresse à peu près les gens, donc j'enseigne un petit peu dans des diplômes d'université, des choses comme ça, mais c'est pas, je veux dire, on ne sait pas comment on est ressenti spécialement, mais je veux dire, je crois pas que ça pose problème. Actuellement, la grossesse, c'est quand même une période qui est assez étudiée. Enfin, en France, il y a des gens qui s'intéressent à la grossesse sur le plan de la psychologie de la grossesse. Dans d'autres pays aussi, en Italie, alors je ne sais pas ce qu'il en est en Suisse. En Suisse, il y a quand même Stern et Kramer qui s'intéressent beaucoup aux nourrissons, qui sont quand même particulièrement de renommée internationale. Donc, il y a un grand nombre de gens et mes travaux, je crois, ne contredisent pas ces travaux-là. Enfin, je pense que ça...
Mais je m'excuse, monsieur Bell, je vous dis. Vous répondez encore d'une manière très raisonnable à cette question. C'est vrai? Oui, très raisonnable. Mais alors, peut-être... Déformé, alors. Non. Non, mais j'essaye quand même d'avoir un peu de cœur dans mes suivis. Non. Mais non, je suis persuadé. Non, mais la question, c'est que peut-être, encore une fois, je vous dis comment je l'ai comprise, moi. Hein, je ne dis pas que c'est comme ça, mais je l'ai comprise, comme dire. Au fond, nous sommes ici dans un sujet extrêmement prenant. Quelque chose de l'ordre de la mort et de la vie, et surtout quelque chose de l'ordre de la mort au moment où la vie devrait commencer. Alors, est-ce que ces contradictions si fortes, si prenantes, qui surviennent à ce moment-là, comment sont-ils pris par l'ensemble des soignants, les scientifiques et les théoriciens? Et alors on peut dire que ce sera un travail de coopération. On fait une théorie, bien sûr, parce qu'elle est importante, mais il y a aussi, si j'ose dire, l'expérience d'Agapa qui essaie de porter quelque chose d'une autre dimension. Mais si vous lisez le rapport du 10e anniversaire d'Agapa, il y a, je ne me rappelle plus la signature de qui, mais il y a un texte qui dit très bien, nous, dans notre travail, pour être présent, on fait référence à une théorie. D'abord de Ney et ensuite de Bay. Finalement, vous dites, comment c'est pris dans le monde scientifique? Eh bien, Agapa l'a prise, la théorie de Bay. On a fait quelque chose de sien, on a fait quelque chose de vivant dans le quotidien. C'est ça, est-ce que ça vous convient? Oui. Merci. Je suis très intimidé maintenant. Mais là en bas, il y a encore quelqu'un qui... Ça va un petit peu dans la même idée que de ce qu'on vient de parler. C'est vrai que ma question est, moi qui ai vécu également des décès et qui rencontre beaucoup de dames dans un conseil en périnatalité, en fait, rares sont celles qui me disent que le corps médical leur a parlé de cette survivance, de gérer ça. Et puis, je me disais, mais est-ce que... qui va enfin sensibiliser le corps médical à tout l'impact sur une famille et l'accompagnement, et d'en parler, simplement déjà en parler. Moi, j'ai entendu aucun gynécologue, aucune infirmière, lorsque ça s'est passé, me parler de ça, Voilà. Alors, est-ce que Agapa a un rôle à jouer là-dedans de sensibilisation au niveau médical? Qui va le faire? Parce que, en l'occurrence, moi, j'ai pas vécu ça. Je cherche quelques sages-femmes ici que je connais bien. Je ne vois pas du premier œil. Mais, alors, sur ce point, ça c'est mon job ici au CHUV. Hein. C'est pas un job, c'est pas le mien, c'est le job de l'équipe de psychiatrie de liaison, c'est le job aussi des aumônières qui travaillent ici. Il y a une sorte de conflit entre David et Goliath, entre les tenants comme peut-être, je dis pour Madame Dumoulin et M. Bay le font dans leur pays, nous le faisons à notre mesure ici. Mais je vous assure qu'il y a chez les médecins, un certain nombre de médecins, un certain nombre d'infirmières, un certain nombre de sages-femmes, une sensibilité extraordinaire. Hein? C'est vrai, je veux dire, mettre l'accent sur les défaillances du système médical, on tombe toujours juste. Il n'y a pas de problème. C'est-à-dire, c'est vrai. Je raconte à mes étudiants des anecdotes absolument insoupçonnables, tellement ils sont goujats et insupportables. Mais en fait, en travaillant avec les médecins jour par jour, dans cet hôpital, hein, ça je connais bien, je parcours, on découvre aussi des perles. Alors, mon espoir, c'est à 50 ans. Hein? Mais dans la mesure dans laquelle il y a toujours ce travail de coopération entre, parce qu'ici, dans l'association Agapa, entre Agapa et la rencontre d'Agapa et les soignants, entre nos professionnels et les soignants, entre les associations de parents et de patients et les patients et le corps médical. Et chacun de nous, comme citoyens, a une responsabilité à ceux de secouer le coquetier.
Ça, c'est un peu ma réponse immédiate. Mais... Moi, je veux bien dire quelque chose. Je pense que le lien entre les associations et les médecins du terrain, ou les médecins qui réfléchissent aussi sur certains sujets, sont importants. Moi, je vois la question, par exemple, du déni de grossesse. En France, il y a une association pour la reconnaissance du déni de grossesse. Là, ils vont organiser un colloque national pour essayer justement de comprendre le déni de grossesse. Et c'est très bien parce qu'ils vont inviter justement des gynécologues, des obstétriciens, des psychiatres. Et ils vont... Donc, ça part d'une base associative et alors l'association est quand même dirigée par un médecin de santé publique, donc il y a une sensibilisation particulière dans cette association-là, mais c'est très important, moi qui m'intéresse aussi à la question du déni de grossesse, je trouve ça très important d'avoir une base associative qui peut recueillir un grand nombre de cas. Via un site internet, cette association, elle recueille beaucoup de témoignages de déni de grossesse, ce qui donne une base de réflexion très intéressante pour nous quand on cherche à analyser ces situations-là, parce qu'effectivement, moi en tant que médecin, des cas de survivance, j'en ai pas rencontré énormément. Ça se compte sur les doigts de la main finalement. Donc on essaye de faire après. Alors par contre, c'est de l'expérience autour de la grossesse, mais l'expérience, elle a ses limites parce que aussi il y a toutes les charges de travail, la clinique d'hospitalisation pour les ados, les consultations, les hôpitaux de jour, tout ça. Donc il y a plein de choses à faire et ma consultation de femme enceinte, c'est une demi-journée ou une journée par semaine maximum, quoi. Et l'association peut justement permettre de sensibiliser sur une problématique et je pense que c'est quelque chose de très important, ça. Bonjour, je m'appelle Angela. Je voulais faire part de mon vécu en ce moment parce que ça fait deux mois que je viens de perdre un petit garçon à la naissance. C'était mon premier enfant. Et vous parliez du personnel soignant. J'ai accouché au CHUV et puis je voulais juste faire part de mon histoire c'est vrai que tout le monde était très très sensible, mais ce que je trouve dommage, c'est que il n'y avait pas une seule personne pour s'occuper de la maman, disons, en sachant déjà la problématique depuis le départ et je ne me suis pas tellement sentie soutenue et écoutée. Je suis venue là parce que j'ai entendu l'émission qui avait de la pub sur Agapa. Et puis, je trouve que c'est un peu... les gens étaient super, j'ai vécu un super accouchement. Merci de nous dire ça. J'ai tendance un peu à défendre ce que nous faisons, mais c'est rien face au fait que, objectivement, quand on perd un enfant, il y a quelque chose dans la douleur qui nécessite un doigté, une présence, une sensibilité que, objectivement, les soignants n'ont pas toujours, ou souvent pas. Parfait non plus non, dans ce qui se passe dans un hôpital, tout n'est pas parfait. J'ai eu des moments où c'était bien et d'autres moments où c'était moins bien. Maintenant, j'ai pris un peu de recul et puis je peux analyser un peu, mais sur le moment, c'est vrai qu'il y a beaucoup de confusion. Et puis, c'était juste ça que j'ai trouvé un peu dommage, c'est qu'il y a beaucoup de sages-femmes, énormément de sages-femmes, mais il n'y a pas une personne qui s'occupe de la personne, quoi. Avoir affaire à beaucoup de monde, c'est pas quelque chose qui... Moi, je vous dis ça parce que je l'ai vécu, et puis je pense que ça serait bien d'améliorer pour vous. Et puis, déjà, la maternité, c'est bien, mais il n'y a pas assez d'échanges, de discussions. Il n'y a pas de choses taboues dans la vie. Si on peut parler, c'est toujours bien. Et puis,
Vous mettez l'accent sur une chose essentielle à mes yeux. Voilà, je pense que... oui, et puis aussi que le fait qu'on soit séparé de son enfant quand on lui donne la vie normalement, et puis tout d'un coup, il part. Il faut se dire que aussi c'était un cadeau, parce que pour moi qui attendais mon enfant depuis longtemps, c'était un cadeau. N'importe quel enfant qui arrive, même qui reste peu de temps, c'est un cadeau, je pense. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Et puis au CHUV, c'est vrai tout le monde essaie de faire au mieux. Les gens ne sont pas insensibles non plus, et puis on est tous différents face à des choses comme ça. Mais c'est vrai que peut-être les structures, il y a aussi des structures, mais ouais, c'est pour justement améliorer les structures, quoi, parce qu'ils ne se parlent pas tellement entre eux, il me semble, les départements. Les structures là. Voilà, puis, mais sinon, voilà, je pense qu'une naissance, c'est beau. Et puis à la néonatologie du CHUV, ils ont été très super, mais la maman, ils n'en ont pas tenu compte. Elle devrait être près de son enfant, je pense. Voilà, et puis on n'était pas au même étage, c'était un peu... C'est un autre voilà, un autre et puis niveau. en plus de ça, j'avais une brèche qui m'ont loupé pour la péridurale. Ils ne sont pas tellement occupés de moi, et puis moi j'avais besoin de m'occuper de mon enfant. Alors c'était pas évident. C'est ça que je voulais dire, qu'il faut quand même qu'une personne, ou bien si aussi les personnes soignantes qui s'occupent du bébé, qui fassent... qui parle à la maman, qui lui disent écoutez madame, vous voulez venir assister ou comment, pas que ce soit le personnel soignant qui se met en possession de l'enfant, c'est pas normal, parce que ça leur appartient pas, cet enfant, vous comprenez, c'est un enfant qui appartient à la maman et au papa, et la moindre des choses, c'est que les infirmiers, ils sont peut-être pas formés pour ça, mais ils sont infirmiers, ils ont fait une formation, donc ils doivent appeler le papa et la maman, dire écoutez, on leur fait ça. Moi, c'est clair que moi, de mon état, la confusion que j'avais, je ne comprenais pas tout non plus. Moi, je vous remercie beaucoup. Voilà. Je m'excuse. Excusez-moi d'avoir pris beaucoup de temps pour peut-être d'autres C'était personnes important. qui voulaient parler, mais C'était- j'avais besoin c'était- aussi, je pense que j'avais besoin de m'exprimer aujourd'hui. Oui. Ça m'a- Merci beaucoup. Merci. Je crois qu'on a entendu parfaitement ceci. Je crois qu'on peut recueillir, je recueille ça. Je rebondis aussi sur le fait que la continuité interpersonnelle, on parle d'intersubjectivité dans la continuité, et dans le moment le plus délicat de la vie, alors, parmi les soignants souvent, il y a une certaine interchangeabilité lorsque la personne en difficulté a besoin d'avoir un peu le même visage, la même personne, le même engagement qui est présent à côté de lui. Merci. Oui. Bonjour, je m'appelle Sancha Neururer, je suis sage-femme à Berne, à l'hôpital universitaire de Berne, et je suis aussi accompagnatrice en deuil périnatal. Je voulais juste répondre à votre question, vous aussi, et puis à la dame là. Je crois que l'hôpital de Berne était le premier hôpital à avoir un concept en deuil périnatal, et cela depuis 1999. Juste pour la question de ce qui sensibilise les gens. Et nous avons des formations que chaque nouveau membre d'une équipe doit suivre 2 fois par année. Je voulais juste dire ça, que c'est en route, et je crois que Zurich et Bâle sont en train de faire un concept aussi. Et nous veillons énormément sur la continuité du personnel aussi. Pour nous, c'est très important. Mille merci. Marina, quelqu'un encore? Mon nom c'est Nadia Berchi, je suis conseillère à l'aide suisse pour la mère et l'enfant, et j'avais par rapport à ce que vous avez dit, donc aussi une remarque, ce qu'on a des fois des appels de mères qui ont effectivement vécu donc un deuil, et par la suite, dès qu'ils sont hors de l'hôpital, il n'y a personne qui va vers eux, donc, et qui sont vraiment dans un vide. Et là,
on est vraiment confronté à cela, que c'est un vide et que les personnes recherchent de l'aide. Si elles le font d'elles-mêmes, heureusement, on peut les pistonner donc sur Agapa. Il y en a bien d'autres qui plongent dans la déprime et c'est vraiment triste qu'on n'ait pas un concept aussi post-hospitalier, donc que là, un suivi soit fait comme pour les mères qui ont accouché, que le bébé est à la maison. J'ai encore une autre chose donc, par rapport... j'aurais une question à Dr Bay, donc par rapport au déni de grossesse. Nous, on a eu l'année passée environ 3 dénis de grossesse qu'on a suivis dès le 8e, 9e mois, surtout de jeunes, donc adolescentes, donc entre 14 et 18 ans, donc 17 ans. Et ça nous a assez frappés. Et ma question, ce serait, est-ce que les adolescentes auraient, par leur jeune âge, aussi plus une disposition d'être dans un déni de grossesse ? On pense que non, en principe. C'est-à-dire qu'au début, effectivement, il y avait cette image un peu plaquée de l'adolescence qui a un déni. Et c'est vraiment quelque chose qui peut concerner des femmes plus âgées. Donc ça touche une proportion non négligeable de femmes, normalement. Je crois que les statistiques sont autour de 2 cas pour 1000, ce qui est pas mal. Par contre, il y a peu de suivi souvent après. Mais et sans doute beaucoup de variétés de négation de grossesse, que ce soit des dénis, des dénégations, des dissimulations. Il y a des nuances dans toutes ces choses-là, quoi. Mais le modèle de l'adolescente, il n'y a pas que des adolescentes. Merci. Quel commentaire encore là? Bonjour, Charlotte, infirmière anesthésiste et mère il y a pile un an d'un enfant aussi qu'on a dû supprimer par IMG. Je voulais d'abord vous remercier pour cette belle journée qui existe. Voilà, je voulais vous demander, on parle beaucoup de la mère, il y a beaucoup de soutien de la mère et le père. Le père, est-ce qu'il existe en effet une survivance du père? Moi je crois que oui. Si mon couple tient, j'ai de la chance, comme dit Boris Cyrulnik, pardon, je m'emmêle dans son nom, pardon pour lui. Il y a quand même 70% des couples qui craquent après le décès d'un enfant, à 2 ans d'une perte d'un enfant comme ça. Bon voilà, c'est une réflexion, mais voilà, c'est peut-être pas aujourd'hui qu'on doit parler des pères, mais c'est aussi un couple entier. Ça touche la mère beaucoup, dans son corps, dans sa chair, l'arrachement. Mais le père, il ne peut pas le manifester pareil. Et aujourd'hui, mon mari, le papa du petit, c'est à distance qu'il vit mal ça. Et ça va jusqu'à la profession. Donc voilà, je voulais transmettre ça. Merci. Merci beaucoup de... J'avais juste envie de rebondir sur votre intervention, madame, pour dire que dans des associations généralistes d'aide aux gens en deuil, on remarque que les groupes de partage et d'entraide qui sont auprès des parents ayant perdu un tout petit, il y a beaucoup plus d'hommes qui viennent que de pères, que dans les autres groupes. Non, il y en a quand même, il y a plus de mères que de pères, mais il y en a quand même 40%, ce qui est énorme par rapport aux autres groupes d'aide aux endeuillés, où là on compte sur les doigts de la main et encore quand les hommes participent. Par exemple, on a beaucoup de veuves qui viennent, mais peu de veufs dans les groupes généralistes. Ça, c'est une des choses. Donc probablement qu'il y a à travailler de ce côté-là. Que deuxièmement, on est quand même sensible à cela dans l'hôpital, puisque maintenant on accueille des couples et on n'accueille plus des mamans qui viennent pour une IMG. On accueille le couple. D'autre part, ce que l'on a remarqué, enfin ce que moi j'ai remarqué dans ma perception clinique qui est pas comptabilisée, qui est pas quantifiée, mais que souvent, nous quand on est à l'hôpital et qu'on travaille à l'hôpital, on voit plus les gens après.
Moi, je les revois parce que je suis dans une association qui les aide après, mais sinon, moi, je les voyais plus. Et ce qu'on constate dans les groupes de partage et d'entraide, c'est que la femme craque physiquement, psychiquement, comme c'est normal dans tout chemin de deuil, probablement beaucoup plus autour du décès et dans un schéma classique, j'allais dire, qu'on nous apprend, alors que l'homme, et les femmes nous le disent, il y a beaucoup d'hommes qui craquent après, quand la femme a l'air de s'en sortir un peu, et sort la tête du trou, et là il craque, et il craque fort. On a plusieurs hospitalisations d'hommes en secteur protégé, il y a vraiment des gros coups. Et c'est vrai que ça, c'est au niveau des associations que probablement on trouve plus ce genre de réflexion. Je veux, oui. Nous, on a l'expérience à Agapa de groupes de parole où il y a des couples. Et c'est vrai qu'on favorise, surtout après la perte d'un enfant, de venir en couple. Et c'est clair qu'on fait une expérience là qui est, je dirais, assez forte, où soit le père, soit la mère découvrent ensemble qu'ils n'ont pas la même manière de vivre ce deuil. Et puis surtout, ils ont l'occasion de s'exprimer certaines choses qu'ils ne s'expriment pas quand ils sont que les deux ou avec leurs enfants. Et là, l'année passée, justement, il y avait 4 couples ensemble dans ce groupe de parole, d'où est sorti le groupe de parole enfants. Je pense que ça a été un temps très très fort de partage d'expériences et puis surtout de permettre aux hommes d'aller chercher leurs émotions, parce que quand ils sont seuls avec leur femme, ils ne veulent pas encore en rajouter à la souffrance de la femme, à son émotion, et puis ils ont les leurs, mais ils doivent les stocker. Et quand ils sont en groupe de parole, ça sort, et je dis toujours c'est fort, quoi. C'est quand les hommes peuvent sortir leurs émotions, ça débloque beaucoup de choses. Ça permet à la femme aussi de re-raconter ce que vous disiez, madame, de pouvoir dire comment ça s'est passé pour elle, le moment de l'accouchement ou de la perte de l'enfant, puis que l'homme puisse dire aussi. Parce que là, il a aussi stocké beaucoup de choses. Et puis ça permet à la femme de pouvoir verbaliser comment elle aurait voulu que ça se passe. Parce que je pense que dans toute situation, quelle que soit la présence des professionnels, la situation elle n'est jamais parfaite comme elle est vécue. Et dans le groupe de parole, la femme, elle peut exprimer comment elle aurait voulu que ça se passe. Et cette prise de parole, elle est à mon avis guérissante. Oui, madame. C'est bon. Je suis responsable de la bibliothèque d'Agapa Suisse romande et c'est vrai qu'il y a un livre qui est paru sur le témoignage d'un père qui a perdu son enfant en deuil périnatal qui s'appelle Jonathan 2002. Et c'est vrai que c'est un témoignage bouleversant et on voit vraiment toutes les phases du deuil. Ils ont perdu cet enfant, je crois, vers la 26e semaine. Il a vécu 5 jours et il est décédé. Et il voit aussi comment réagit sa femme. Et le fait, après l'enterrement du bébé, elle décompense. Et lui, il se retrouve démuni. Donc c'est vraiment une histoire, je dirais, à recommander à beaucoup de monde. Et il y a un autre livre de Paul Moreira qui s'appelle État de choc, où une femme accouche et a une forte hémorragie et elle est entre la vie et la mort pendant 3 jours et lui se retrouve perdu dans cet hôpital entre cet enfant qui est là, qui vit, sa femme où on ne sait pas ce qu'il va advenir. Voilà. J'aurais encore une dernière... Je viens vers vous. État du choc. Oui. Une dernière... Parce que j'étais... Oui. C'est juste Marie-Pierre Beck, sage-femme indépendante. C'est juste une petite réflexion sur le vide dont on a parlé après l'hospitalisation.
Donc nous, en tant que sage-femme indépendante, nous accompagnons les mères, les familles avant, pendant et après la naissance. Donc nous, on est là après, à disposition. On nous appelle rarement, enfin, moi je n'ai jamais vécu, sauf si nous avons connu la famille avant, personnellement, mais l'institution, enfin, l'hôpital ne nous appelle pas pour aller accompagner les parents au retour à la maison. Donc c'est juste pour dire qu'il y a des gens qui sont là, qui sont formés pour ça, on suit aussi des formations, et on est évidemment très sensible. Pour nous, la naissance reste l'enfant né, qu'il soit mort ou vivant. Voilà. Aude voulait dire quelque chose? Non, c'était par rapport à la question des pères tout à l'heure. Je crois que c'est le problème de l'accompagnement des pères autour de la grossesse aussi. Je crois que Sylvain Missonnier fait des groupes de pères et je pense que c'est très intéressant. Moi-même, j'en ai pas l'expérience malheureusement. Mais je pense que la grossesse parfois déstabilise certains hommes de façon très nette et fait péter un plomb, si j'ose dire, à certains hommes. Alors, on le voit bien dans des histoires de couple où il y a, pendant une grossesse, il y a un homme qui fait n'importe quoi ou qui sait pas... Enfin, et donc je pense que c'est quelque chose de plus global. Et alors, c'est vrai que c'est parfois difficile de mobiliser les pères autour de la mort d'un enfant. Alors moi, une fois, j'avais dit que c'était pour mes recherches, que j'aimerais bien rencontrer le monsieur, parce que la femme s'inquiétait un peu. Donc, mais c'est vrai qu'après, on s'est pas revu, quoi. On peut trouver des petits biais comme ça si on veut. Moi, je vous remercie de vos interventions. Juste, Madame Savoie m'a obligé de garder la fin à 17h. Alors, je vais faire une synthèse très, très courte. Je laisserai après Madame Savoie de conclure la journée. Je voulais juste transmettre deux choses. Bon, d'une part, que quand on parle des choses si importantes, si émouvantes, si profondes, qui nous touchent à tel point, c'est évident qu'on ne peut pas avoir des réponses exhaustives et que on doit sortir d'ici en restant toujours un peu sur notre faim, quelle que soit la profondeur, l'engagement de chacun des intervenants. Mais Tian Savoie savait qu'il prenait un risque en m'invitant, parce que je dois dire que pour moi, quand je fais le bilan de la journée, je dirais qu'une des choses qui m'a frappé, en systémicien, en thérapeute de famille que je suis, c'était un peu l'accent mis sur les symptômes. Différents intervenants ont parlé du symptôme de la survivance, du symptôme de la souffrance, en présentant les symptômes spécifiques et non spécifiques. Et alors, j'essayais de me demander quel était le sens de cette insistance sur les symptômes, à la fois nécessaire, mais peut-être que pouvons-nous le lire comme une sorte d'exigence, de ressort en termes à ne pas être aveugle, de ne pas être sourd à la souffrance de l'autre. Et s'il y a une telle insistance sur les symptômes, parce que, et aussi les quelques témoignages qui ont été partagés avec comme émotion ici, indiquaient que les professionnels, la communauté, surtout quand il s'agit de vie et de mort, ou de perte d'espoir en naissance de la vie, non ? C'est-à-dire que c'est tellement douloureux que les tendances à la surdité et à la cécité augmentent. Hein ? Alors ça, il me semble que c'est plus que faire un style, une liste avec une recherche de symptômes, c'est restons ouverts à cette souffrance qui est à ces multiples formes de se manifester. Et puis, c'est pas seulement d'écouter, d'entendre la souffrance, qui était, à mon avis, quelque chose de fondamental, mais que ce que les collègues ont dit ici, c'est que face à la souffrance, je suis un peu lévinassien là-dedans, face à la souffrance, face au visage de l'autre, je dis, me voilà. Et c'est ce qui fait Agapa, me semble-t-il, avec ses moyens, elle dit, je suis là. Et ça, je trouve fantastique. Et je suis là avec ce que je suis, avec mes forces, ma sensibilité, mes connaissances, ma théorie, mais aussi ma présence humaine. Et ça, je trouvais que c'était un témoignage impressionnant.
Puis, naturellement, il y a quelque chose qui m'a aussi frappé dans le symptôme. Le symptôme, la personne est triste, la personne pleure, la personne a un trouble du comportement. D'accord. Mais c'est venu un peu dans l'après-midi. Il y a une émergence dans ce que ça a été dit. C'est que ces symptômes ont une valeur relationnelle. Je veux dire, l'enfant est triste ou s'agite, faute, et c'est évoqué, d'attention du parent, pris comme il est dans son deuil, dans sa souffrance à lui. La littérature, le cinéma est plein d'exemples extraordinaires. À mon avis, le film, il y en a plusieurs, mais un des films le plus parlants de la réaction familiale au deuil est La chambre du fils de Nanni Moretti, dans laquelle on voit chacun des protagonistes, après un deuil, muré dans son silence, dans sa solitude. Mais ce qui est plus, on voit surtout les enfants protéger, consoler, cocoler les parents, lorsque ce serait plutôt aux parents de protéger, consoler, cocoler les enfants. Et alors, le deuxième point qui me vient pour Agapa, c'est que c'était en filigrane présent, c'est la nécessité absolue, face aux enfants, d'être là pour les décharger de leur tâche de réparation des parents, en offrant une consolation aux parents, et pour réhabiliter, remettre les parents dans l'activité de consolation des enfants. L'autre chose, c'est que cette perte de l'individu n'est pas quelque chose, c'est un autre argument, mais notre réflexion, c'était né du fait que ça commence à la conception. À mon avis, l'identité, la subjectivation, comment vous avez dit, subjectivation. La subjectivation naît déjà dans le projet d'enfant des grands-parents. C'est-à-dire que quand on fait un enfant parce qu'il puisse continuer quelque chose du patrimoine, du rôle, des règles qui gèrent l'enchaînement des générations. Et que pour un enfant puisse naître, il faut la bénédiction, pas seulement des parents, mais aussi des grands-parents. Et que j'ai fait un plaidoyer pour les grands-parents, naturellement, parce que les grands-parents ont aussi un rôle important face aux parents en deuil, dans le fait de soutenir, protéger des parents en deuil. Et enfin, je m'arrêterai là. J'ai une petite annotation, parce que Agapa s'est présenté comme une association aconfessionnelle, je veux bien, mais nous avons sœur Daniel qui est là, donc c'est un peu aconfessionnel, mais c'est pas religieux, et apolitique. Et alors, vous savez, en vieux 68ard que je me suis dit, apolitique, c'est le désengagement. Non? Comment peut-on être apolitique? Et puis, en écoutant ce que vous dites, qu'y a-t-il de plus politique que l'engagement des bénévoles d'Agapa en fonction de la souffrance des autres? Peut-être c'est partitique, je veux bien, on ne voit pas de propagande, mais qu'on ne vienne pas me vendre qu'Agapa soit politique. Et alors, après avoir, parce que c'est quelque chose de profondément politique, le fait d'être si présent dans la communauté avec une telle sensibilité. Voilà.